Je suis inquiet devant la montée de l'intégrisme islamique en terre québécoise. Je trouve scandaleux qu'on trouve acceptable les femmes voilées au Québec. Ce n'est pas respecter les femmes de leur permettre d'être cachées ainsi. Et personnellement, le seul accommodement raisonnable que je peux recommander, c'est de leur payer leur billet de retour, tout comme on a payé à l'Iman la semaine dernière. Je crois qu'il y a une inquiétude identitaire qui est vraiment au cœur des réactions négatives qu'on entend de plus en plus au Québec, qui est complètement en déphasage avec la réalité. On a peur aussi que l'expression religieuse des individus modifie un certain nombre de valeurs chères aux Québécois, comme l'égalité homme-femme, la laïcité des institutions. Il est normal qu'une population craigne de perdre ses repères, soit un peu inquiète des effets à long terme de ces changements qu'elle ne peut pas anticiper. Donc, l'imaginaire se met en branle et on craint toujours le pire. On s'est créé une réalité alternative, en quelque sorte. À partir de ces quelques exemples, les gens se sont dit, ça ne va pas du tout, il se passe des choses absolument aberrantes, alors que la réalité des accommodements raisonnables sur le terrain, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les endroits où ça se vit, est plutôt sereine, plutôt naturelle, plutôt de bonne foi, et se passe bien dans 99,9% des cas. Le problème de la conception d'égalité, c'est qu'on a souvent une conception d'égalité comme étant, nous sommes tous pareils, et tout le monde, tout est homogène. Or, l'égalité, je dirais, c'est presque le contraire. C'est d'avoir le droit d'être ce que l'on est avec nos valeurs, nos attachements à certaines religions ou à des convictions morales ou philosophiques. Dès qu'on rentre dans la sphère culturelle et religieuse, ce que l'on fait de manière tout à fait naturelle lorsqu'il est question de handicap physique, de grossesse, d'âge, etc., devient énormément problématique parce que là, on a l'impression de se faire imposer quelque chose. Erreur, disent les professeurs. On ne se fait rien imposer. Ce sont les institutions qui forment la structure de base de la société. On ne fait que respecter nos chartes des droits et libertés qui traduisent nos valeurs communes. Par exemple, la non-discrimination des individus sur la base du sexe, sur la base de l'orientation sexuelle, de notre condition physique ou de notre allégeance religieuse fait partie des grandes valeurs de notre société. Nos grandes valeurs de société, on les a considérées suffisamment importantes pour les traduire dans une charte qui a d'ailleurs son écho dans les grandes chartes internationales comme la Déclaration des droits de l'homme des Nations unies. Et il faut se rappeler que une grande déclaration comme celle-là a été écrite après la Deuxième Guerre mondiale, justement parce que l'intolérance était allée à un point tel que les rédacteurs se sont dit « plus jamais ». Je crois qu'il y a une attitude très ambivalente par rapport à la charte au Québec. On l'aime pas quand elle fait pas notre affaire et on l'invoque quasiment comme un objet sacré quand elle fait notre affaire. J'aimerais préciser quelques règles. D'abord, le déroulement de la conférence de presse. Exemple d'une charte mal aimée. Le Conseil du statut de la femme recommande que l'égalité homme-femme prime sur les autres droits. Pour ce faire, on demande notamment au gouvernement du Québec d'amender la Charte québécoise des droits et libertés. Cette proposition, pour nos deux universitaires, ne respecte pas l'esprit de la charte. L'égalité entre les femmes et les hommes ne peut souffrir d'aucun accommodement. Micheline Milot, comme Daniel Weinstock, sont évidemment pour l'égalité homme-femme. Mais ils ne croient pas que ce soit une bonne idée de toucher à la charte. Pour deux raisons. L'égalité homme-femme est déjà inscrite dans la charte. De plus, les droits inscrits dans la charte québécoise s'équilibrent. Autrement dit, un droit ne peut avoir préséance sur un autre. Je crois que c'est une erreur pour des raisons juridiques. Je crois que le fait que le travail sur l'équilibre entre les droits ne soit pas coulé dans le béton une fois pour toutes est une vertu plutôt qu'une faille de notre système. Je prône une société absolument laïque où les gens qui veulent pratiquer leur religion le font dans le privé. Et comme les fumeurs au Québec ne polluent plus la santé des non-fumeurs dans les endroits publics, il doit en être ainsi de même pour la religion envers la laïcité. Merci. Merci, monsieur. On entend beaucoup à la commission des gens qui s'inquiètent de notre sacro-sainte laïcité, comme si nos chartes et nos juges la bafouaient
comme si les accommodements empiétaient sur le domaine laïque. Pour nos 2 professeurs, on mélange tout. La laïcité est une notion extrêmement complexe qui, je crois, risque d'être la grande victime de ce débat. On l'utilise à toutes les sauces. La première chose, et la chose la plus importante dont il faut se rendre compte, c'est que la laïcité est une caractéristique de nos institutions et non pas des individus que nous sommes. Un individu laïque, cela n'existe pas. La laïcité ne concerne pas les individus, la laïcité ne concerne pas la société civile, la laïcité concerne l'État et les institutions de l'État. Autrement dit, l'État, ses lois, les institutions qui relèvent de l'État ne doivent pas être réglementées ou être normées par rapport aux valeurs d'une religion. Cela dit, est-ce que cette exigence institutionnelle implique une obligation pour les individus? Pour qu'on puisse s'organiser avec la gestion des vies. Autrement dit, est-ce acceptable pour un employé d'une institution publique de porter à son travail un signe religieux, une kippa, un voile ou une croix? Là, les avis divergent et je crois qu'il y a un beau débat à faire sur ce point particulier. Est-ce que si un homme qui me sert à la Société de l'assurance automobile du Québec en portant une kippa, dans une institution qui est par ailleurs complètement laïque mur à mur, est-ce que c'est une menace à la laïcité ou non? Moi, je prétends que non. Au contraire, moi, je veux que les gens qui travaillent dans nos institutions publiques reflètent la société dans laquelle nous vivons. À mon avis, ce qu'on doit viser, ce n'est pas que de rendre invisible l'appartenance religieuse, c'est de s'assurer de l'impartialité de la personne qui rend le service. Pour nos 2 professeurs, l'intégration ne passe pas par la contrainte. Plus une société est répressive, plus elle empêche les individus d'être ce qu'ils sont, plus on va vivre des crispations identitaires. Et une crispation identitaire, l'effet de cela, c'est d'être plus offensif. Vous nous empêchez de pouvoir exprimer qui on est, on va l'exprimer encore plus fort. Les repères stables, l'idée que nous sommes une société tricotée serrée, homogène, mur à mur. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on sait exactement ce qu'il pense, d'où il vient, quelles sont ses croyances, quelles sont ses convictions. Ça, c'est fini. Et est-ce que le fait que c'est fini veut dire que c'est le free-for-all et qu'il n'y a plus aucune identité québécoise qui tienne? Non. Ce que nous disent nos 2 universitaires, c'est que le Québec change, comme toutes les sociétés, qu'il va devoir s'y faire, que ce n'est pas l'autre qui nous menace, que la Commission est l'occasion de réaffirmer les forces identitaires du Québec et ses valeurs, l'occasion aussi de trouver des solutions pour apaiser un certain nombre de craintes et nous permettre de continuer à mieux vivre ensemble.